Aujourd'hui, je vous emmène à Pantin, près de Paris, dans une ancienne fonderie du 19e siècle, au bord du canal de l'Ourcq, une banlieue meurtrie par la crise, où sont nés, voilà plus de 30 ans, les relais solidaires. Alors on parle d'une structure qui accompagne des femmes et des hommes éloignés de l'emploi, qui les forme au métier de la restauration et qui propose aussi des animations culturelles inclusives sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Mais en fait, ce n'est pas juste une association, c'est un groupement économique solidaire qui est composé de 5 structures et notamment Relais Restauration, Relais Formation, Relais Culture. On en parle aujourd'hui avec son directeur général. Bonjour Nabil Eldirani. Bonjour. Merci d'être avec nous. Dans le secteur de l'insertion professionnelle, on dit souvent que la restauration est un très bon support d'insertion. Pour vous, la gastronomie, c'est un acte social, voire un acte politique ? Il y a deux axes qui sont importants dans l'insertion par l'activité économique et d'avoir choisi le métier de la restauration. Le premier, c'est le métier de manger bien et manger sain. Nous accompagnons des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui ont parfois des habitudes ou des pratiques alimentaires qui ne sont pas très saines ou qui n'ont pas l'accès à l'alimentation. Donc nous travaillons, et ça fait partie de nos axes, l'alimentation saine et l'alimentation responsable. Et la deuxième partie qui est la restauration. La restauration, déjà, c'est un secteur, un métier en plein emploi. Donc les gens conforment et ils ont une probabilité de retourner sur le marché de travail et de retrouver de l'emploi qui est très élevée. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, l'activité de la restauration, elle est intéressante parce qu'il y a un lien entre le client et celui ou qui cuisine ou qui fait le service dans la salle, qui est très intéressant, qui donne une fierté, qui donne une satisfaction, qui donne un cadre, et qui donne une obligation de relationnel, de manière de parler, de se présenter, qui est intéressante pour notre activité qui est l'insertion. Alors je vais rebondir sur le terme de fierté. Vous êtes directeur général des Relais Solidaires depuis 2020, ça fait un petit peu plus, presque 4 ans maintenant. Mais avant ça, vous avez eu un parcours assez riche. Qu'est-ce qui, dans votre parcours à vous, vous rend particulièrement fier ? Merci pour la question. Moi, ma fierté, c'est de pouvoir apporter mon expérience personnelle, mon vécu, et le partager avec les personnes et les collègues avec qui on travaille. Moi, si je suis là aujourd'hui en train de parler avec vous, c'est parce que j'ai eu la chance ou l'opportunité d'être soutenu, d'avoir eu la confiance et le support de pas mal de personnes dans ma vie. Et c'est ce que j'essaie d'apporter aux autres. Renvoyez l'ascenseur, en fait. On va appeler ça renvoyer l'ascenseur. Nous, on a développé un outil de mesure de notre impact social et environnemental qu'on a appelé Milestone. Et Milestone, c'est sur un chemin, il y a des points qui sont importants dans le parcours et le chemin de la personne. Et je pense que le relais, c'est une sorte de milestone pour les personnes qui sont de passage chez nous. Alors avant d'aller voir ce que vous portez aujourd'hui avec les Relais Solidaires, on va se pencher sur votre parcours personnel, pour bien comprendre quelles sont les racines de votre engagement à vous. Quand vous étiez enfant, d'abord, vous avez grandi à quel endroit et dans quel univers, quelle ambiance familiale ? Merci. Donc moi, je suis libanais d'origine. Donc j'ai grandi, j'ai fait même mes études au Liban. J'ai grandi dans un Liban qui a été déchiré par une guerre civile, par une guerre régionale, par des problèmes de pauvreté, mais aussi par une richesse culturelle, par une richesse d'engagement social, de lutte de classe, de pas mal, voilà, surtout quand j'étais étudiant, d'un engagement très très social, de solidarité et d'intérêt et national et international. Et j'ai grandi dans ce monde-là avant de venir en France. Et là, je reviens sur le cliché des Libanais. Je suis venu en France faire des études en finance internationale et aller travailler dans les banques et tout ça. Et soudainement, j'ai découvert le monde de la solidarité et au niveau universitaire, parce que j'ai fait mes études dans la solidarité internationale. Et après, dans mes engagements sociétals, parce que j'ai travaillé dans l'humanitaire pendant une quinzaine d'années. Donc j'ai travaillé sur des crises humanitaires, sur des projets et de guerre et de crises naturelles jusqu'en 2010 où je me suis posé un peu à Paris et j'ai continué mon engagement dans l'humanitaire et dans les organisations humanitaires. Et en 2018, j'ai fait le choix de m'engager localement là où je vis, parce que moi aussi, j'étais à Pantin jusqu'en pas longtemps. Maintenant, j'habite juste à côté. Et c'est là où mon engagement a commencé
On va y venir. Ah, je vous pardon, coupe parce qu'on va y venir. Je ne veux pas qu'on aille trop vite parce que je veux creuser un petit peu cette partie-là. Oui, vous avez travaillé dans l'humanitaire, vous avez travaillé notamment chez Handicap International, vous avez travaillé à la Croix-Rouge, vous avez travaillé pour Médecins sans frontières. Et j'aimerais savoir, avant d'aller plus loin dans votre histoire, sur cette partie-là de votre vie qui fait partie des premières années de votre vie, de votre parcours, quels sont les personnages qui vous ont le plus marqué et qui probablement sont aux racines de votre engagement aujourd'hui? Là, juste pause. Je nomme les personnes ou je parle de combien, comment... Non, vous pouvez nous dire de qui, à qui vous pensez quand je vous demande quels sont les personnages qui ont marqué votre parcours. Bah, les personnes qui m'ont marqué et personnellement et mon parcours, c'était une petite structure qui s'appelait Atlas Logistique. Et c'était des personnes qui m'ont fait confiance. On est dans l'humanitaire là? Toujours, oui. Toujours. Qui m'ont fait confiance et qui m'ont donné confiance en moi-même. Et c'est avec eux qu'on a porté pas mal de missions de logistique humanitaire. C'est avec eux qu'on a intégré Handicap International et on a créé le département d'urgence de Handicap International. Et c'est ces personnes-là qui m'ont aidé à apprendre, à évoluer professionnellement, qui m'ont aidé parce que voilà, je suis libanais, je suis arrivé, j'avais des problèmes de papier, j'avais des problèmes de séjour, qui m'ont aidé à avoir mes papiers, qui ont lutté, ou lutter c'est un gros mot, qui... Juste pour l'administration, on ne va pas dire lutter contre l'administration, ça fait très... Voilà, qui m'ont fait confiance et qui m'ont donné la possibilité voilà, de travailler et d'évoluer et d'arriver là où je suis aujourd'hui. Je suis toujours en contact avec eux et qui sont fiers de moi, je suis fier d'eux. Et c'est eux qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Et alors, donc, il y a un moment où vous quittez le monde de l'humanitaire et vous basculez vers le monde de l'insertion professionnelle. Et j'ai observé que c'était à peu près au moment du Covid. Est-ce que là, à un moment, il y a quelque chose qui se passe? Est-ce qu'il y a un déclic? Ou est-ce que c'est juste une opportunité qui passe et que vous saisissez? Déjà, la crise Covid, c'était... Moi, j'ai commencé, je suis un bébé Covid, comme on appelle ça. Pardon. J'étais recruté avant la crise Covid. Donc, mais la crise Covid était l'opportunité pour que je puisse apporter mon expertise de gestion de crise. On est arrivé dans un secteur de l'économie sociale et solidaire qui est la restauration, qui est l'insertion par l'activité économique, qui était déstabilisé, qui ne savait pas comment réagir et rebondir à cette crise-là. Et moi, je suis venu avec mon bagage de crise humanitaire en transformant cette crise en grande opportunité de développement et de transformation de notre manière de travailler et de notre projet social pour qu'on puisse être là où on est aujourd'hui. Alors dites-nous maintenant, avec les relais solidaires, à quel défi de société vous vous attaquez tous les jours? Nous, on a deux objectifs. On accompagne des personnes qui viennent chez nous et qu'on les accompagne pour qu'ils retrouvent de l'emploi, qu'on les forme et qu'on règle les problématiques, ou ce qu'on appelle les freins périphériques au retour à l'emploi. Et la deuxième mission, ou le deuxième objectif qui est le plus intéressant pour nous, c'est un objectif humain. C'est des personnes qu'on croise tous les jours qui viennent et qui ont eu un problème de parcours, une crise de parcours, un décès, un burn-out, une perte de logement, une séparation, des problématiques qu'on a tous et qu'on peut les avoir tous les jours. Et soudainement, ils se retrouvent sans emploi. Et ce qui les empêche de retourner à l'emploi, c'est une problématique de garde d'enfants, une problématique d'hébergement, une problématique de démarches administratives, surtout que les démarches sont dématérialisées. Je pense que vous, moi, chaque fois qu'on perd un permis de conduire, là je suis en plein dedans, pour renouveler mon permis de conduire, pour retrouver ma carte vitale, bah ça fait 3 jours que je n'arrive pas à le faire. Vous imaginez quelqu'un qui ne sait pas utiliser l'informatique, qui a des problèmes linguistiques, qui a des problèmes de lien avec ce monde dématérialisé, et ben il se retrouve très vite sans emploi et sans capacité de retourner à l'emploi. Donc on travaille avec eux sur ces problématiques-là. Et voilà. Je ne sais pas si... Ben si, c'est très intéressant. Et il faut que vous nous racontiez comment fonctionne la structure, les relais solidaires. Puisque donc déjà, il y a une composante de plusieurs structures à l'intérieur du groupement économique. Et puis après, dites-nous, c'est combien d'emplois? Qui sont vos clients? Comment marche le modèle économique des relais solidaires?
Les relais solidaires, nous, voilà, on a dit que c'est un groupement économique solidaire, mais qui propose ce qu'on appelle un parcours pour des personnes qui sont en quête de retour à l'emploi. Donc, on commence le parcours par de la formation. On forme à peu près 250 personnes au métier de la restauration. Par an. Par an, Par tout à an. fait, sur les métiers de la restauration, majoritairement bénéficiaires de RSA, donc c'est des personnes qui sont bien éloignées du travail, et à 80% des femmes. Donc ça, c'est le public qu'on forme et qu'on accompagne par la formation. Aussi, on a une école qu'on appelle l'école des conseillers en insertion socio-professionnelle. Donc, on forme les personnes qui accompagnent les personnes en insertion pour qu'on propose un parcours complet à ces personnes-là. Après la formation, on a ce qu'on appelle l'insertion par l'activité économique. L'insertion par l'activité économique, on a 3 structures qui portent ce sujet-là et on le fait par les métiers de la restauration. Les métiers de la restauration sont divers et variés. À la base, on avait une activité de traiteur, une activité de restaurant. Et avec la crise Covid, on a fait le choix de la diversification et du développement. Ce qui nous a amené aujourd'hui à être là et à être présent et à discuter avec vous. On a d'autres partenaires qui n'ont pas réussi à sortir de la crise parce que le secteur a été très affecté. On a inventé le terme de laboratoire social des métiers de la restauration. Donc nous, on travaille sur des activités comme les accueils cafés que vous voyez dans les conférences, jusqu'à dîner sur table et des mariages. On passe par la street food, par la vente à emporter, par la brasserie, par la restauration. On a 4 lieux de restauration sur Pantin, le Pré-Saint-Gervais. On a une cafétéria universitaire avec l'école de management de Grenoble. On a un restaurant 100% féminin, un atelier chantier d'insertion. On a une friche qu'on ouvre la semaine prochaine. On a le restaurant historique dont vous avez parlé au démarrage. Donc voilà, on essaye, on a fait de la street food, on fait voilà, de l'événementiel, donc un laboratoire social des métiers de la restauration avec parcours bien diversifié et varié. C'est très diversifié, effectivement, on le voit. Et quel est l'impact social que vous voulez atteindre avec l'ensemble de ces activités-là? L'impact premier, c'est le retour à l'emploi de nos bénéficiaires. Nous, nos bénéficiaires, c'est les personnes, c'est nos salariés, c'est les personnes avec qui on travaille. Ça, c'est le plus important. Après, et suite à la crise Covid et la crise économique, on a constaté qu'il y a le problème de lien social, le problème d'inclusion. Et c'est là où on a développé pas mal d'activités culturelles, pas mal d'activités autour de l'économie sociale et solidaire. Nous organisons tous les ans le mois de l'économie sociale et solidaire. Tous les ans, le mois de mars, on l'appelle le mois de l'égalité. Cette année, on l'appelle pas que l'égalité femmes-hommes, mais l'égalité des droits, l'égalité des peuples et l'égalité de l'emploi. Parce que voilà, c'est important. C'est important pour nous, hein, l'emploi et l'engagement sociétal qu'on porte au sein des relais. Et est-ce que vous diriez que cette mission-là, cet impact que vous recherchez, qu'il impacte négativement votre rentabilité? Est-ce que c'est difficile de trouver le modèle économique d'une structure quand on se donne un tel engagement social et qu'on poursuit cette quête? Le modèle économique d'une structure d'insertion, il est un peu complexe et surtout quand on choisit la diversification, ce que l'accélérateur nous a dit que c'était toujours une mauvaise idée, il faut choisir un produit, une offre et la développer. Donc on a même défié les lois de HEC et jusqu'à maintenant on arrive à le faire. C'est pas évident. On a des aides de l'État parce qu'on a les aides pour ce qu'on appelle les aides au poste pour les salariés en insertion. C'est pas suffisant, mais voilà, c'est ça qui couvre le coût du turnover qu'on a dans notre modèle qui est normal. Parce que nous, tous les 2 ans, et on renouvelle l'équipe parce que les gens restent chez nous entre 4 mois et 2 ans en insertion selon les problématiques avant qu'ils retournent sur le marché de travail et qu'ils retournent à l'emploi. Après, on a le modèle des marchés publics. On répond à des marchés, on a des contrats avec la ville de Pantin, la ville du Pré, avec le département de la Seine-Saint-Denis. Donc là, c'est des marchés publics qui nous amènent, voilà, on va dire, une garantie d'un chiffre d'affaires qui couvre la base. Et après, on a le développement commercial. Et effectivement, là, on est sur un secteur concurrentiel. Et là, parfois ça marche pas. Ça dépend des saisons, ça dépend des offres. Et avec la diversification, on a réussi à avoir pas mal déjà de trésorerie et fonds de roulement pour couvrir, parce que c'est la problématique des structures telles que la nôtre, c'est la trésorerie. Et c'est structurel, c'est pas évident, c'est pas facile. On parlera ça à un autre moment, mais voilà, c'est un peu Non, ça. mais vous pouvez le développer. Comment est-ce que vous faites pour répondre à cet enjeu en fait, du financement quotidien à très court terme?
Donc la trésorerie, c'est une problématique de PME, hein. C'est pas qu'une problématique d'économie sociale et solidaire. Nous, comment on répond? On essaye déjà de voir nos banquiers et nos financeurs solidaires, avec qui parfois on est dans des bons termes, parfois dans moins de bons termes. Mais voilà, il y a une structuration de la finance solidaire qui nous soutient et qui peut aider ce type de problématique. Et après, nous, on a la problématique de tous les mois, les 2-3 derniers jours du mois, il y a de l'insomnie, il y a du stress, il y a comment payer. Nous sommes 60 salariés, donc payer 60 salaires, c'est pas évident. 60 salaires, ça fait à peu près, avec les charges, un peu plus de 120 000 euros. Tous les mois, il faut les sortir. C'est pas évident et on arrive. On arrive jusqu'à maintenant, depuis 4 ans, il n'y a pas eu un mois qu'on a eu du retard même. Mais voilà, c'est le stress, c'est trouver des solutions, c'est négocier avec les fournisseurs, c'est appeler la banque. C'est un quotidien que tout PME subit et vit. Mais nous, dans l'économie solidaire, c'est un peu plus compliqué parce que notre mission sociale, notre finalité, nous les relais, c'est créer de l'emploi, c'est recruter. Et en même temps, pour avoir moins de charges, il faut supprimer des postes. Mais nous, on n'ira jamais sur ce terrain-là, sinon on s'éloigne de notre projet social et de notre mission sociale. Donc c'est un équilibre qui n'est pas évident. C'est un jonglage, c'est du stress, c'est des solutions, c'est de l'innovation. Chaque fois, il faut sortir quelque chose du chapeau. Et pour l'instant, on y arrive parce qu'on y croit et parce qu'il y a une équipe qui est très, très engagée. Et il y a un projet social qui donne une fierté et aux salariés qui sont là, et je le vois, et moi personnellement, et à nos conseils d'administration et nos administrateurs qui font tout pour nous aider et pour qu'on trouve des solutions. Parce que dans notre organisation, juste si je peux présenter la coopérative. Parce que oui, c'est ça, parce que j'ai vu que sur votre site internet, il y a le logo Lescope. Oui. Et comme vous êtes un groupement économique, je me suis dit, peut-être que vous êtes une coopérative. Comment c'est structuré? Une de nos structures, et c'est la structure, on va dire, la structure mère ou la structure qui porte l'ensemblier, et c'est une SCIC. Une SCIC, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Et dans la gouvernance de la SCIC, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des collèges, sans rentrer dans les détails, mais dans les collèges, on a les usagers. Donc les usagers, c'est nos clients. Et ils font partie de notre conseil d'administration. Il y a le collège des salariés. Donc les salariés font partie de la gouvernance et donc avec eux, on décide et on fait les choix stratégiques de notre ensemblier et de la structure surtout. Et on a les collectivités. Donc nous, on a le département de la Seine-Saint-Denis qui fait partie de notre conseil d'administration. Est Ensemble qui est l'EPT Établissement public territorial. Tout à fait. Et la ville de Pantin, et bientôt il y a d'autres villes avec qui on a une discussion pour entrer dans cette gouvernance. Donc vous pouvez imaginer, c'est une gouvernance qui crée une démocratie. Ça a l'air très complexe, mais qu'est-ce que ça vous apporte? Ça nous apporte que chaque fois qu'on va prendre une décision, les parties prenantes sont là et on assume les décisions ensemble. Et après, effectivement, c'est pas évident parce que la démocratie citoyenne, elle a un rythme très différent qu'un rythme d'une entreprise où il faut payer les salaires, où il faut chercher la trésorerie, il faut vendre. Nous, on est un restaurant. Les clients, ils ont la même exigence d'un client d'un autre restaurant. C'est quoi le rythme d'une démocratie citoyenne dans une entreprise coopérative? Parfois, il faut prendre le temps, il faut débattre, il faut avoir une vie coopérative, il faut mobiliser, il faut présenter, il faut défendre. Et moi, je suis là aussi pour cette démocratie-là, parce qu'on défend un modèle de société quand on est dans une coopérative et dans l'économie sociale et solidaire. Et c'est quelque chose qui est extraordinaire. Alors, vous l'avez cité, vous êtes accompagné aussi par l'accélérateur ESS de HEC Paris, de la région Île-de-France. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté ? Ils nous ont apporté, la première chose, moi, ce que m'a apporté, et j'ai exprimé l'inquiétude qui viendra après, c'est la solitude que j'avais quand j'ai pris mes fonctions, quand j'ai pris mon poste. J'étais là à prendre des décisions dans une structure où elle sort d'une crise Covid, une crise économique, parce qu'on n'a pas parlé de la crise économique. Nous, l'inflation, nos matières premières, ils ont pris une flambée de prix phénoménale, sans parler des problématiques où il y a eu la moutarde, l'huile de friture. Dans la restauration, c'est les prix alimentaires et c'est les prix de l'énergie. Donc c'était énorme pour nous.
Et là, j'étais là tout seul à prendre des décisions et je ne sais pas si je prends la bonne ou la mauvaise décision. Et j'avais besoin d'un écho, j'ai besoin d'une écoute. Et là, c'était la première chose que j'ai trouvée dans l'accélérateur. La deuxième chose, c'était que, et je pense que c'était le choix qui a été fait par la région et l'accélérateur, les structures qui étaient là. On était des structures qu'on avait les mêmes problématiques. Donc on a réussi à discuter ensemble, à échanger et à développer des partenariats. Nous, depuis qu'on fait partie de l'accélérateur, on a développé 5 ou 6 partenariats qui sont bien développés, en plus des petits partenariats ou des amitiés ou des liens qu'on a eu avec d'autres structures, avec des acteurs qui sont sur le même territoire parfois que nous, surtout ou dans des territoires à côté, qu'on se connaissait, mais je ne sais pas pourquoi on ne travaillait pas ensemble. Mais parce que tous les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire ont le nez dans le guidon, ils s'occupent d'abord de leur activité, de leurs employés. C'est difficile de prendre le temps d'aller voir ses voisins. Donc on a développé des projets avec Signéoco. Là, on est en discussion avec l'école Vert parce qu'on ouvre une friche et ils sont sur le territoire. Et avec Olvo, que maintenant s'appelle Cargonaut, on a développé une activité parce que nous, on a une plateforme de vélo. Les vélos cargo, voilà. Et donc, ils nous ont accompagnés dans les choix et maintenant dans l'entretien de notre parc. Donc voilà, et d'autres aussi, les Adbertiers, parce qu'on fait du traiteur et on s'est partagé quelques marchés ensemble. Donc voilà, ça a créé ça. Et après, il y a une sorte de label. Hein. C'est que quand on est estampillé Région Île-de-France HEC, ça donne une légitimité quand on va parler à des partenaires ou à des potentiels clients en disant eux, si HEC leur font confiance, peut-être c'est des gens sérieux et c'est des gens qui vont la faire. Donc voilà, ça donne une légitimité et une sorte de label important. Et après, pour finir, nous, après la crise Covid, il y a eu plein d'accompagnements, d'accélérateurs, incubateurs, de plusieurs termes et tout. Ce que j'ai trouvé personnellement, c'est l'équipe de l'accélérateur. C'est des gens qui sont sincères dans leur démarche et nous, quand on est la tête dans le guidon, on dirige une structure, on a nos inquiétudes, et quand on va voir quelqu'un, le temps c'est une source inépuisable, mais il faut savoir l'utiliser et sur quoi l'investir. Et donc c'était des personnes très sincères, très présentes, très à l'écoute et c'était pas juste dire qu'on fait de l'économie sociale et solidaire. Ils nous ont fait travailler. Donc nous, on a eu des commandes à plusieurs reprises. Ils nous ont mis en contact, ils sont toujours présents, ils sont toujours à l'écoute et ils essayent de... l'exercice qu'on fait aujourd'hui fait partie de cette mise en avant, mise en valeur des partenaires et des personnes qui ont été portées par l'accélérateur. Nabil El-Diarani, dernière question. Qu'est-ce que vous diriez à d'autres entrepreneurs qui auraient envie de créer leur boîte et qui recherchent, comme vous, finalement, un alignement personnel et professionnel ? Les valeurs sont très importantes et il faut toujours être en cohérence avec ces valeurs et avec le projet qu'on veut porter. Mais on reste dans une économie et dans une société où il y a des règles de l'économie marchande qu'il faut bien réfléchir, il faut bien respecter. Donc il faut bien étudier son modèle économique, il faut bien étudier son produit ou cette mission sociale qu'on veut porter pour ne pas nuire au projet social parce qu'on a mal étudié notre modèle économique. Voilà. Merci beaucoup Nabil El-Diarani, bravo pour votre engagement aussi. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour d'autres épisodes dans cette série de portraits engagés avec l'accélérateur ESS de HEC Paris et de la région Île-de-France.